Il n'a pas encore 30 ans et il est déjà la nouvelle coqueluche des médias, l'humoriste qui monte, le youtubeur que l'on s'arrache, le chroniqueur qui fait mouche sur Europe 1 depuis la rentrée tous les vendredis, le digne successeur de Raymond DeVos. Et tout cela en écrivant des lettres qu'il adresse aussi bien à l'abbé Pierre qu'à Woody Allen ou qu'à Steve Jobs, mais encore à Dame Nature, au tatouage ou à la haine. Entre humour et poésie, pertinence et impertinence, drôlerie et tendresse, laissez-moi vous présenter Michael Hirsch. Michael Hirsch, bonjour. Bonjour Emmanuel. En fait, je me rends compte, elle est complètement incomplète, mon introduction, j'aurais dû dire épistolier. C'est ça le métier, non? De celui qui écrit des lettres. C'est joli, épistolier. Celui qui écrit avec un pistolet. Ouais. Épistolier. Ouais, ça marche bien. C'est ça. Ouais. Ça me plaît bien, épistolier. Quelle jolie idée d'écrire des lettres. Comment elle est venue, cette idée, quand on est comédien? On va avoir 52 minutes pour faire votre connaissance. Mais à quel moment on se dit, tiens, je vais écrire des lettres pour dire ce que je pense? Je crois qu'au fond de moi, j'avais très envie de devenir un homme de lettres. Ah. Et je me suis dit, je vais commencer par écrire des lettres, et ce sera un bon premier pas. Non, et puis je trouvais qu'à l'heure du tout 2.0, où tout est numérique, revenir à un format de lettres, c'était chouette. En plus de 140 signes, alors? Ah bah oui, en plus de 140 signes. Là, il n'y a pas le choix. Et en plus, c'est amusant parce que je ne suis pas très 140 signes. Cette contrainte vraiment de la brièveté est quelque chose qui ne me convient pas beaucoup. Twitter ne passera pas par moi, alors? Ah bah si, parce que j'y suis beaucoup pour lire, pour suivre des choses, mais pas de temps pour écrire. D'accord. Je citais en référence Raymond DeVos, qui est une totale évidence. Alors, quand on vous regarde sur YouTube, quand on vous écoute sur Europe 1, quand on vous lit, puisque ce livre vient de sortir, Un humour lettré par un type timbré chez Plomb, Lettre ou ne pas l'être, Michael Hirsch, je l'ai fait en sens inverse, mais ça se lit comme ça en réalité, qui vient de sortir chez Plomb et qui sera un joli cadeau à vous faire pour les fêtes. C'est vrai que la référence à Raymond DeVos, elle est complètement évidente. C'est une filiation que vous assumez, que vous recherchez que... Non, que je ne recherche pas. Ouais. Que je recherche pas. Il s'avère que Raymond DeVos a joué un rôle important dans ma vie. C'est que jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais un très mauvais élève en français. Je détestais ça. On a du mal à le croire. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, on nous enseigne que les règles de grammaire et d'orthographe, donc que des interdits. On nous enseigne le français par la contrainte, en quelque sorte. Et en découvrant Raymond DeVos à la télé, je me suis rendu compte que ça pouvait être un terrain de jeu extraordinaire, la langue française. Et ça m'a donné envie de pratiquer ce jeu-là, le jeu de mots, en l'occurrence. Et puis, c'est venu assez naturellement. Et il s'est passé quelque chose dans mon cerveau qui fonctionnait, et jouer avec les mots est quelque chose qui me plaît. Donc, en découvrant un peu Raymond DeVos et sa manière de jouer avec le sens des mots, ça a donné un sens à ma vie. Alors, moi, je vous propose un petit exercice. Il y a deux, trois petites surprises dans cette émission, Michael Hirsch. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je vous propose un petit exercice dans ce recueil de chroniques. Il y en a une toute première qui s'appelle Au lecteur. Et j'aimerais bien que vous nous la lisiez. Avec plaisir. Puisqu'elle s'adresse à nous qui allons démarrer ce livre et qu'elle va donner une idée de votre langue. Parce que c'est bien beau de faire parler les écrivains, encore faut-il écouter la langue, le rythme de la langue, la saveur de la langue. Donc voilà, écoutez, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc c'est page 9 de votre livre, Michael Hirsch. Et ça s'adresse à vous, téléspectateurs et lecteurs. Alors, chère lectrice, cher lecteur, cher et tendre, cher cloproche. Oui, enfin, chère lectrice, cher lecteur. Si je vous écris aujourd'hui, cher lecteur, c'est parce que nous allons peut-être faire un petit bout de route ensemble. Vous qui démarrez ce livre avec tant d'entrain, sachez que vous êtes sur la bonne voie pour ne pas louper ma correspondance. Et puisqu'on est tous OK, enfin tous d'accord quoi, et avant que je ne m'égare, enfin bref, je vous propose de commencer. À vous tous, chers lecteurs, les lecteurs de droite comme les lecteurs de gauche, les lecteurs de livres comme les lecteurs de DVD, à vous qui préférez lire frais, ou lire marin, ou même lire climatisé, je vous souhaite la bienvenue. Alors bien sûr, en voyant la liste de tous ceux dont j'encombre la boîte aux lettres, vous vous demandez certainement de quoi je me mail. N'étais-je pourtant pas bien obligé, ne serait-ce que par la courtoisie la plus élémentaire, de répondre à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne s'étaient jamais donné la peine de m'écrire. Tiens. Ce faisant, j'ai pris ma plume. Mes destinataires sont le plus souvent des acolytes non anonymes, des gens qui ont cessé d'être inconnus à cette adresse. J'ai choisi d'écrire à des personnes, mais aussi à des objets, des bouquets de choses, à qui je voulais envoyer des fleurs et quelques épines. Vous trouverez donc dans ce livre des lettres en forme d'hommages collatéraux ou de missives téléguidées, des billets doux et des plis acides.
Quand le monde semble sourd ou trop dur de la feuille, au lieu de naviguer à vue, on peut préférer jeter l'ancre, surtout là où on a papier. Car au fond de moi, je suis certain qu'on peut poursuivre un but tout en restant sensible. Tout vient à point pour qui sait être tendre. Ces lettres ou ne pas lettres, nous les avons pensées avec mes co-auteurs comme des armes de distraction missive et même parfois d'écrit du cœur, en espérant que ceux qui suivent vous touchent et vous donnent le sourire aux livres. Tendrement, Michael. Merci de s'être livré à ce petit exercice. On sent l'homme de scène. Hein. D'ailleurs, il y a tout de suite, là, d'entrée de jeu, une référence théâtrale, Inconnu à cette adresse, Chrisman Taylor, qui est une pièce mondiale, incroyable. Parce que, à la base, Michael, vous êtes un homme de scène. Vous êtes passé par le théâtre. Alors bon, par le marketing avant, école de commerce, marketing, mais après on se dit, attends, on va passer aux choses sérieuses, théâtre. Exactement. Non, mais à un moment, Fini les comédies. Ah, fini la comédie. Fini les blagues, maintenant on va en faire un métier. Voilà, exactement. Et homme de théâtre, cours de Jean-Laurent Cochet, qui est quand même un des cours les plus courus qui soit, pas un des plus faciles. Hein. Non. Le père Cochet, il n'est pas connu pour être simple. Hein. Non, Il y effectivement. en a un qui... Entendez toute la souffrance de Michael Non, Hirsch. alors de la souffrance, oui, et en même temps, beaucoup de reconnaissance. Oui. Parce que je pressentais, avant de démarrer ces études de théâtre, que le métier de comédien était un métier d'artisan. Et comme un métier comme vraiment l'artisanat, eh ben, un apprenti a besoin de trouver un maître d'œuvre. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Jean-Laurent Cochet. Et évidemment, pour apprendre ce métier-là, il véhicule un idéal d'exigence très important. Et donc, forcément, ça ne se fait pas toujours dans le plus grand des plaisirs. Mais j'avais la sensation, au fur et à mesure de mon apprentissage avec lui, que c'était peut-être pas dans le plus grand des plaisirs, mais ça se faisait pour mon bien. Ce qui était le plus important. Et là, vous avez appris votre métier, qui est aussi de monter sur scène, parce que Michael Hirsch, c'est aussi un spectacle qui s'intitule « Pourquoi ?», qui a rempli le Théâtre des Déchargeurs pendant 7 mois, ça c'était en 2012, que vous avez repris ensuite. D'ailleurs, je vais citer vos co-auteurs quand même, parce qu'ils sont précisés. Yvan Calberac et Elsa de Seigne. Oui. Alors, Yvan Calberac, c'est plus sur la partie aussi théâtre, justement. Alors, Yvan Calberac, c'est aussi le metteur en scène et le co-auteur du spectacle. Voilà. Qui est réalisateur. Qui est réalisateur, qui écrit pour le théâtre, qui écrit pour le cinéma aussi. Voilà. Et donc, il vous a aidé, parce que c'est vrai qu'on est dans des métiers, enfin, vous êtes dans des métiers où on peut se sentir seul parfois. Oui. Donc, on a besoin de quelqu'un qui fasse ce jeu de miroir, de ping-pong, qui vienne alimenter l'écriture. C'est un peu ce qui se passe. C'est absolument ce qui se passe. Et c'est vraiment agréable. Et je me rends compte, plus le temps passe, et plus je prends du plaisir dans le travail à partager ces expériences-là, à la fois avec Yvan, à la fois avec Elsa aussi. Et c'est fondamental. En fait, c'est fondamental parce que c'est vrai que le seul enseigne humoristique, mais la même chose pour l'écriture d'un livre, c'est très solitaire comme expérience. Mais mon envie, c'est aussi que ce plaisir soit partagé par les lecteurs ou par les spectateurs. Et donc d'avoir des premiers lecteurs ou des premiers spectateurs à mes côtés, c'est indispensable. C'est bien de leur rendre hommage, on les salue au passage. Alors justement, quand on décide de monter sur scène, seul, il faut avoir un propos. Et vous, votre spectacle, il s'intitule « Pourquoi ?» Oui. Comment est née l'idée ? De ma vie, tout simplement. Parce qu'il y avait quoi, un petit garçon au départ qui n'arrêtait pas de dire « Pourquoi ?» Ouais. Et puis un grand garçon aussi qui n'arrêtait pas de dire « Pourquoi ?» aussi. Qui pose toujours des questions. Mais oui, bien sûr. Pourquoi ? C'est l'histoire d'un personnage. J'avais envie, dans ce spectacle-là, parce que c'est ce qui me plaît depuis toujours au théâtre, c'est qu'on me raconte des histoires. J'aime aller au théâtre pour qu'on m'emmène ailleurs, dans une fantaisie, dans une autre époque, qu'on m'emmène ailleurs de mon quotidien. Et j'avais envie aussi, parce que ça me manquait en tant que spectateur d'humour, de créer ça sur une scène, de recréer ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui le faisaient avant. Vous donniez comme exemple Raymond DeVos tout à l'heure. Raymond DeVos, il nous emmène dans sa fantaisie, c'est incroyable. D'un clou qui va essayer de mettre dans une planche et nous emmène dans un univers totalement absurde. Et j'adore ça et j'avais envie de faire ça dans ce spectacle. Alors ce spectacle, ça raconte l'histoire d'un personnage qu'on va suivre de tout petit garçon et même de sa naissance jusqu'à sa mort et qui, toute sa vie durant, va se poser plein de questions et comme question essentielle, le pourquoi. Parce que pourquoi, c'est la question la plus agréable pour un auteur. Ça permet à la fois d'ouvrir le champ des possibles vers la fiction. Et puis ça permet aussi de parler de notre monde à nous et de son absurdité. Donc des questions les plus superficielles aux questions les plus profondes. Et donc on va suivre ce personnage durant toute sa vie. Et c'est ce spectacle que j'ai la chance de jouer depuis maintenant 3 ans et demi.
Voilà, et qui sera de nouveau sur scène le 1er février. C'est au Studio des Champs-Élysées qu'on pourra voir. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une tournée. Je suis en pleine période de tournée un peu partout en France et même en Suisse. Ouais. Et effectivement, je reprends le 1er février au Studio des Champs-Élysées. On va regarder la bande-annonce, voir ce que ce grand garçon donne sur scène. Regardez. Oyez, oyez, oh yeah, oh yeah. Quand on est petit, on rêve, on fait des pleins sur la comète. Et quand on est grand, il paraît qu'on rêve de faire des pleins à 3. Pourquoi être comme tout le monde? Je veux dire, il y a déjà plein de monde comme tout le monde. Et pourquoi il y a plusieurs religions, mais il n'y a qu'un seul Dieu? Non, il y a plusieurs dieux. Ah bon? Et ils sont copains? Oui. Pourquoi dire amène à tout, alors que la société amène à rien? Je peux te donner mon avis, mais j'en change souvent. J'ai des avis de passage. Pourquoi vivre debout? Couché, on passe son temps la tête dans les étoiles. Debout, on doit garder la tête sur les épaules, mais le plus souvent on a la tête dans le cul. Tu sais, aujourd'hui, papa, avec Internet, c'est devenu la guerre des étoiles. Tu sais jamais à l'avance si tu vas rencontrer Princesse Leia ou Chewbacca. Mais c'est bon, ça va, je vais choisir. Voilà, je vais choisir. Je ferai campagne dans le Jura. Je serai élu à Menton et je finirai président de la République, à Pantin. Qui sème le vent, récolte la tempête. Alors je me suis dit, c'est ça, on va semer. On va semer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, on va semer. Quel exercice particulier, hein, quand même, la scène. Ça va, maintenant, vous maîtrisez, vous êtes chez vous sur une scène, mais il y a une différence entre jouer une pièce, comme vous avez pu le faire. J'ai vu que vous aviez joué avec Pierre Arditi et Dominique Pinon, notamment, et puis jouer son spectacle. Oui. Où c'est soi qu'on livre, quel que soit le personnage interprété, du petit gamin jusqu'au petit vieillard. Oui. C'est quand même quelque chose de très très fort. Oui, c'est une expérience particulière au début. Et puis petit à petit, on s'y fait. Mais au début, je ne m'entendais pas très bien avec l'auteur. Moi, du coup... Quel est ce conflit de personnalité? Mais non, alors, mais c'est marrant parce que c'est vrai, en fait... Ça ne se fait pas toujours de manière très simple, la relation entre un comédien et un auteur. Et des fois, on ne comprend pas exactement ce que l'auteur a voulu dire. Il y a des fois, l'auteur n'est pas très content de la manière avec le comédien la manière avec laquelle le comédien sert le texte. Enfin, quand l'auteur et le comédien, c'est vous? Bah oui. Mais alors on fait comment? Mais alors on fait comment? On se débrouille. On essaye de s'entendre avec soi-même au fur et à mesure. Mais en tout cas, l'expérience est très agréable. Et effectivement, comparativement au théâtre plus classique où on joue en troupe, là, mon partenaire et mon unique partenaire, c'est le public. Et alors, il faut apprendre à jouer avec le public. Et c'est là où je prends le plus de plaisir maintenant. Ce spectacle, je l'ai joué presque 350 fois. Et c'est formidable parce que je prends de plus en plus de plaisir. Et donc, évidemment, j'en suis très heureux de ça. Parce que plus le temps passe et plus je me permets de jouer avec le public. Alors, dans cette émission, Mickaël, il y a plusieurs séquences. Nous allons lancer la première séquence. C'est une séquence où je vous demande de venir avec des mots. Vous connaissez, c'est votre matière première. Hein. Oui. Là, les mots qu'on entend depuis tout à l'heure, ils sont de vous. Peut-être venir avec des mots qui ne sont pas de vous. Avec une citation, c'est la séquence « Maître mot ». Alors, c'est toujours un moment que j'aime beaucoup, parce que je ne connais jamais les citations de mes invités avant, donc je n'ai aucune idée de ce sur quoi vous êtes parti. Et c'est extrêmement difficile, parce que je suis un collectionneur de citations depuis des années, j'en ai des carnets remplis. Moi aussi, c'est horrible. Et j'ai même des anti-sèches avec moi. Je me suis dit, on verra comment se passe l'émission, parce que c'est difficile de venir avec une citation avant. Pour moi, ce qui est d'agréable dans les citations, c'est justement qu'elles nous suivent au quotidien. Des fois, elles arrivent comme ça, de manière impromptue, et puis des fois, elles sont propices à un moment. Et j'avais envie que cette citation soit propice à un moment. Alors du coup, je me suis fait des anti-sèches. Mais en fait, j'ai trouvé... Elle est où, l'anti-sèche? Elle est là. Prenez. Non, j'ai trouvé, je sais. C'est une phrase de Jules Renard. Ah, dans son journal? Oui. J'adore Jules Renard. Extraordinaire, son journal. Ah ouais, c'est merveilleux. Et il dit dans son journal, il dit « J'ai des goûts d'acrobate solitaire, j'aime me tourner le dos à moi-même ». Je ne l'avais pas noté celle-là, parce que Dieu sait que j'en ai noté sur le journal de Jules Renard. Et qu'est-ce qu'elle nous dit de vous, cette citation? Ah, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Déjà parce que j'adore avoir des grandes théories sur tout, tout le temps.
D'accord. Et quand je relis mes grandes théories sur tout, je me dis, mais je ne suis pas du tout d'accord avec moi-même. Donc j'ai ce goût d'acrobate solitaire. Et puis, la figure de l'acrobate est une figure qui me plaît beaucoup, qui correspond beaucoup à mon métier. Le fait d'être sur le fil en permanence, sur le fil de l'écriture et de l'improvisation, d'essayer de trouver cette limite-là, ce moment de déséquilibre qui est intéressant, de partager avec le public pour que cette soirée soit totalement unique. Et puis la solitude, parce que le métier tel que je le pratique aujourd'hui, dans le seul en scène, évidemment, j'éprouve la solitude. Mais c'est une solitude heureuse, parce que je la partage tous les soirs avec le public. Et tous les vendredis aussi sur Europe 1, on ne vous sent pas très seul quand même avec Raphaël Duchemin, là, de 5 non, à 7, bien on sent sûr. que vous êtes très bien accompagné. Après, je veux bien croire qu'au moment d'écrire, de pondre, comme on dit, la chronique, ce moment d'écriture, où voilà, il y a... Les humoristes, vous êtes très regardés depuis quelques années. On guette le dérapage, on guette celui qui ira trop loin. Enfin, vous êtes... C'est curieux d'ailleurs, hein, la place qu'a pris l'humoriste ces derniers temps. Oui. Mais je suis complètement d'accord. Et vous l'analysez comment, vous ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est justifié ? C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à l'humoriste d'être un peu éditorialiste aussi. Alors, il y a des humoristes qui le refusent totalement. Et je le comprends. Et puis, il y en a qui l'acceptent un peu plus. Aujourd'hui, moi, en ayant une chronique à la radio toutes les semaines, je l'accepte un tout petit peu plus. J'essaye simplement de parler des choses vraiment à ma manière, avec tendresse et bienveillance, que j'essaie de défendre partout, tout le temps, parce que en fait, on voit bien que la violence, ça marche pas pour changer le monde. Voilà. Donc, si on a envie... Vous avez remarqué, vous aussi ? Bah oui. Ah, c'est dingue. Donc, j'essaye autrement, avec un peu de tendresse. C'est pour ça que toutes les lettres, par exemple, se terminent par tendrement. J'allais vous demander, justement. Ouais. Et je me suis dit, ce que j'aime, notamment dans ce que vous faites, c'est que c'est pas cynique. C'est jamais cynique. Alors que le cynisme a eu le vent en poupe. Il a encore, d'ailleurs, ces derniers temps chez les humoristes. Et là, je me dis, ça y est, on amorce peut-être un virage avec Michael Hirsch. On va plus vers la tendresse, ce qui n'empêche pas l'acuité du regard. Oui. Mais il y a peut-être une autre manière de présenter les choses. En tout cas, faire preuve de cynisme, c'est pas ma manière de m'exprimer. Donc, très vite, je me suis rendu compte que quand j'essaye de le faire, ça me ressemble pas et je parle pas avec le cœur. Pour moi, ce qui est important, c'est pas forcément que je parle vrai, c'est que je parle sincère. Que ce soit sur scène, dans mes chroniques. Pour moi, c'est ça le cœur de ma démarche. Voilà. Et pour revenir on parlait de solitude juste avant. Alors, effectivement, quand je suis à la radio, j'éprouve pas cette solitude et j'ai la chance, et c'est formidable. Parce que, par exemple, ça, c'est une vraie différence. Vous parliez de YouTube au tout début. C'est vrai que c'est... Alors moi, je vous ai découvert, pour être tout à fait honnête, je vous ai découvert sur YouTube. Vos lettres ou ne pas lettres, qui sont des petites chroniques qui durent 3 minutes ? Oui, c'est ça. 3 minutes. Et j'ai commencé à en regarder une, puis une deuxième, et puis j'en ai fait beaucoup. C'est comme ça que je vous ai découvert. Après, la radio est arrivée, le spectacle, le livre, bon, voilà. Oui. C'était un peu ma frustration avec YouTube. Ma frustration avec YouTube... Je fais ce métier parce que je suis passionné par le rire des gens. Ah oui, sur YouTube, on n'entend pas beaucoup le rire des gens. On l'entend pas beaucoup. Et donc, je guettais, à chaque sortie de mes vidéos, je guettais les commentaires. Et les likes. Les likes et toutes les manifestations, en fait, qui sont pour moi l'équivalent de rire. Mais c'est tellement moins agréable que le rire sonore. Et effectivement, à la radio, j'ai cette chance-là d'avoir des partenaires en plateau qui sont mon premier public. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis en plus, là, pour le coup, je suis entouré de gens extrêmement bienveillants et qui partagent cette tendresse avec moi. Europe 1, si vous nous écoutez. Alors, pardon, ça se fait pas ce que je vais faire, mais je vais le faire quand même, Michael, parce que maintenant que je sais que dans la poche gauche du veston, il y a toute une série de citations. On ne peut pas en avoir une deuxième ? Bien sûr. Une qui vous parle aussi. Une qui me parle. Il y en a plein. Ah oui, effectivement. Mais oui, il y en a plein. Mais non, mais c'est terrible. Je ne sais pas choisir. J'ai jamais su choisir. Je déteste ce moment où on cristallise le moment du choix. D'ailleurs, il y a un texte du spectacle qui s'appelle « Pourquoi choisir ?» et qui raconte cette période de ma vie où on me demandait en permanence de choisir. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard ? Est-ce que tu préfères l'humour ou est-ce que tu préfères jouer des choses sérieuses ? Est-ce que tu préfères le stand-up ou est-ce que tu préfères faire des sketchs ? Et en fait, j'adore l'idée de dire « je choisis pas », ça va se faire par soi-même. Ça va venir. Alors, voilà, elle va venir toute seule, la citation, là, au milieu des 3807 que je vois sur la feuille de Michael Hirsch. Ouais. Tiens, il y en a une que j'adore. Ah bah voilà. Il y en a une qui... Je suis sûr qu'elle va vous plaire. Manifester son bonheur est un devoir. Être ouvertement heureux donne aux autres la preuve que le bonheur est possible. Ah, j'adore. C'est Albert Jacquard. Ah,
Ça fait partie des gens dont on parle D'accord. peu. On parlait juste avant de démarrer cette émission, pour ne rien trahir, de Hubert Reeves. Oui. Et ben pour moi, ça fait Et partie Michel Serres, on parlait du Berry, voilà. de Michel Serres. On a des conversations très high level avec Michael Horloge. Ben ouais, et puis on parlait Albert Jacquard, Ouais. et puis Théodore Monod, tous ces gens-là qui sont nos contemporains. Avec On une parle pas certaine de- sagesse aussi. Et ben Ouais. voilà, avec une certaine sagesse. Ouais. Et ça vous parle? Ah ouais. Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment pas une vertu qu'on défend aujourd'hui. Ni la tempérance, ni la sagesse. Surtout vous qui êtes en plein dans cette génération qu'on appelle donc les millennials, hein, c'est Ouais. génération digital native, qu'on a appelée génération Y, on les appelle comme on veut. Mais bon voilà, à 29 ans, vous êtes en plein dedans, Michael. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas... vous vous réclamez de beaucoup de valeurs, mais la sagesse, c'est pas celle qui ressort. Non, pas trop. Mm. Ce serait amusant de voir un enfant qui dit plus tard, moi je veux être sage. Oui. Ce serait drôle, ce serait tellement beau. Il était comme ça, le petit Michael Non, Hirsch? pas du tout. Il voulait faire quoi, petit, le petit Michael Hirsch? Oh, j'ai voulu faire 1000 choses. Ouais. Ah ouais. Mais encore aujourd'hui, en fait, j'ai envie de faire 1000 choses. Là, c'est-à-dire qu'on on a besoin de mettre un mot sur ce qu'on fait, tous. Alors là, aujourd'hui, donc je suis manifestement comédien, auteur, humoriste. Mais je ne sais pas, demain, je serai peut-être plein d'autres choses. Pour l'instant, c'est ça ce que j'aime et j'ai beaucoup de chance. C'est que ce que j'aime faire de ma vie plaît à d'autres gens et ça me permet de continuer à faire ce que j'aime faire de ma vie. Donc j'ai énormément de chance, mais je ne sais pas ce que ça sera demain. Ah ben on guettera, on sera là pour voir, nous. Deuxième séquence dans cette émission, c'est la séquence complément d'objet. Il y a Michael qui fait « Ah !» Pourquoi il est bien cet objet? Ben, je ne sais pas, moi il me plaît. Ah. Vous m'avez demandé de ramener un objet, Ouais. donc Alors pareil, je le évidemment, découvre en direct avec vous, chers téléspectateurs. j'ai pris l'objet le moins télévisuel du monde. Eh bien, mais quelle est cette chose? Alors, je dirais que c'est, là comme ça, un caillou? Oui. Non, c'est pas un caillou? Si, c'est une pierre. Tenez, je vous la montre. Alors, c'est une C'est une pierre Elle de est lave. toute légère. Ah oui, c'est ça, Ah c'est de oui, la lave. C'est de la lave. C'est de la lave. Elle est un peu parme, j'allais dire. Il y a des Ouais. accents de jaune, de gris. Et elle est surtout violette, en fait. Oui, Et d'où sort-elle? du stromboli. Bien sûr. Là, Ben ça oui. devient très chic d'un seul coup. Ben oui, Ça mais devient très, en très fait, chic. elle vient du Stromboli parce que cet été, j'ai eu la chance de monter en haut du Stromboli. Et j'ai pris une pierre en haut parce que l'expérience que j'ai vécue a vraiment, m'a touché au plus profond. Parce que découvrir l'éruption du Stromboli, le Stromboli, la spécificité, c'est que c'est un volcan qui crache de la lave à peu près tous les quarts d'heure. Donc quand on monte, on est quasiment sûr de voir une éruption. Et c'est incroyable. C'est tonitruant. Le bruit que ça fait, ce qu'on ressent, c'est très difficilement descriptible. Ça m'a pris au plus profond de moi-même. Et donc je suis revenu avec cette pierre parce que d'un coup, ça m'a parlé pour plein de choses dans mon métier et dans ma vie. D'abord parce que ce côté éruptif, voilà, eh ben, c'est important dans la création. D'accord. C'est important qu'à un moment, dans le flot de tranquillité, parce que je ne crois pas qu'on puisse vivre des éruptions sans cesse, mais que dans un flot de tranquillité, il y a un moment où ça dégoupille, qu'il y a un moment où il se passe quelque chose d'un peu fou, une petite flamme qui naît, une étincelle et pouf, voilà, ça dégoupille. Que ça soit sur scène, dans l'écriture, dans les chroniques, ça me parle. Et puis ça me parlait aussi parce que quand j'écris, je la prends souvent en main. Ça me parle, je sais pas, il y a quelque chose de minéral et d'assez essentiel dans cet objet-là. Et puis parce que depuis quelque temps, on me dit « mais tu te rends compte à quel point ça va vite pour toi dans ce métier ?» Alors oui, je m'en rends compte. Et ce qui est amusant, c'est un jour, j'ai lu cette phrase et j'arrive pas à retrouver où, mais qui comparait en fait nos vies professionnelles, et notamment dans ces métiers publics, avec l'ascension d'une montagne. Et on disait, plus on avance dans l'ascension, et plus on se dit, le haut de la montagne est proche. Oui, mais plus on avance, et plus quand on regarde en bas, on a le vertige. Et ce que je vis depuis 3 ans et demi est en fait un petit peu ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça ne cesse d'avancer. Et je suis heureux de ça, de jouer devant de plus en plus de monde, de sortir un livre. Et pour moi, sortir un livre, Enfin, j'ai pleuré comme un enfant
quand j'ai reçu le livre pour la première fois. Parce que c'est totalement insensé. J'étais vraiment un très mauvais élève en français, c'est-à-dire que j'ai découvert la lecture à 16 ans. Donc sortir un livre chez Plon, qui était la maison d'édition de Raymond DeVos, justement, de Stéphane de Groot, donc des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'était très puissant. Et puis en même temps, à chaque fois que ça s'arrête un tout petit peu, que je regarde en bas, je me dis, il faut continuer à monter. C'est la panique. Ouais, bah oui. C'est drôle parce que, Mickaël, vous en parlez presque comme d'une expérience mystique, en fait. Mais c'est vrai. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de très fort et qu'on retrouve dans toutes, j'allais dire dans toutes les religions, mais dans toutes les spiritualités d'ailleurs, ce rapport à la nature. Et en fait, moi je vis dans des villes, et puis quand je suis en tournée, je suis aussi beaucoup dans des villes, parce que c'est là où il y a des théâtres. Et parfois, moi je sens que je perds beaucoup mon rapport à la nature. Et alors cette expérience au milieu de l'été, au moment des congés, le réveil de la nature qui est venu et qui m'a explosé en plein visage, je me suis dit, OK, bon, bah, voilà, ça veut dire quelque chose. Vous en parlez très bien. On reviendra, vous avez évoqué les mots de religion et de spiritualité, on y reviendra un petit peu après, parce que là, on a une séquence un peu inattendue. Il s'agit d'un coup de téléphone d'une personne que vous connaissez, qu'il va falloir reconnaître, et qui a accepté de faire l'invité mystère dans cette émission. Il s'agit du coup de fil inattendu. Alors, cher invité mystère, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Alors, l'idée, cher invité, c'est de faire deviner à Mickaël Hirsch qui vous êtes, sachant qu'il vous connaît vraiment très bien, mais là, je pense qu'avec une voix un petit peu déguisée, il va avoir du mal. Alors, peut-être posez-lui des questions, tiens, Mickaël. Posez des questions à notre invité. Non, mais je pense pas qu'il va se souvenir, en fait. Ah. Posez-lui des questions, Mickaël. Il faut essayer de deviner qui c'est. On se connaît depuis combien de temps? Depuis quelques années. Depuis quelques années. Ouais. Est-ce que ce serait environ 3 ans? C'est possible, oui. Ah oui. Il commence à rire. Mais en fait, je sais qui c'est. Ah bon? Parce que je le reconnais à son inflexion de voix. Mais on se Excellent. parle tellement. C'est sûr. Yvan? C'est Yvan? Pardon? Yvan, c'est vous? Ah, peut-être, oui. Ah mais oui, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais je reconnaîtrai ton rire entre 1000. Ah oui, oui, mais c'est j'ai le- pas réussi à... Mais non, mais c'est le Graal, le rire d'Yvan. Donc c'est Yvan Calberac, mon co-auteur et metteur en scène. Oui. Et le rire d'Yvan, c'est le Graal pour moi, parce que Yvan entend mes bêtises à longueur de journée. Et puis sur scène, il a vu le spectacle presque autant que ma mère. C'est vous dire à quel point il l'a vu de nombreuses fois. Et donc en fait, moi je guette quand je sais qu'il est dans la salle. J'essaye de temps en temps de rajouter des choses pour entendre son rire et de me dire « Ah, c'est génial, j'ai encore réussi à le faire rire, c'est ma récompense. » Yvan, j'aimerais que vous voyiez la tête de Mickaël à ce moment-là. Il a les yeux qui brillent, mais alors, comme un gamin. Ouais. Il a un sourire Oui. jusqu'aux oreilles. Et je voudrais vraiment vous remercier d'être avec nous parce que actuellement, vous êtes au fin fond de l'Espagne. Vous savez qu'il est entre... Mais oui, je sais, bien en sûr. Andalousie, là, du côté de Grenade, en train de se reposer normalement. Mais oui, je sais. Absolument. Mais c'est génial, merci d'être avec nous. Eh ben, je suis ravi. Alors, Yvan, racontez-nous un peu votre Mickaël Hirsch à vous. Donc, vous avez commencé votre collaboration il y a effectivement quelques années. Vous avez contribué et vous contribuez toujours au succès de Mickaël, mais dans l'ombre. Lui porte toute la lumière. Comment vous le décririez, vous, ce Mickaël Hirsch? Alors, Mickaël, c'est un jeune homme... Oui, moi, je l'avais vu au Déchargeur. C'était une toute première version de Pourquoi. Et c'était une amie commune qui nous avait présenté. Et elle m'avait dit, il cherche peut-être quelqu'un pour collaborer avec lui. Et moi, c'est vrai que je suis tombé tout de suite sous le charme de son univers. Ça me parlait. Et puis, je voyais aussi ce qu'on pouvait améliorer. Et on a discuté. J'ai vu qu'il était très ouvert, en fait, à travailler, non seulement les textes, mais aussi la mise en scène. Et puis on se comprenait, on s'est compris assez vite, même je dirais très vite.
Une sorte d'évidence Et créative entre vous deux, mais pas que créative, une évidence humaine aussi, j'ai l'impression. Ouais, on est devenus amis. C'est vrai qu'on s'entend très bien. C'est vrai que dans le travail d'écriture, on essaie de se faire rire l'un l'autre sans arrêt, et donc ça exige forcément une certaine complicité. Et il y a des moments de co-création qui sont absolument jubilatoires. Visiblement, ça rigole beaucoup, si j'ai bien entendu. Ah ouais, on se marre bien, ouais. On se marre bien, mais on est nos premiers spectateurs. Donc si nous, on rigole pas, tant qu'on rigole pas, en fait, je crois qu'on passe pas à la suite. Et qu'est-ce qu'il a amené, Yvan, à un spectacle qui finalement, comme il nous le dit, existait déjà, qui a vécu 7 mois au Déchargeur. Qu'est-ce qu'il a amené de plus, de différent? Mais il a amené 1000 choses. D'abord, il a amené son expérience de scénariste, donc un regard beaucoup plus exigeant sur mon écriture, enfin sur l'écriture du spectacle. Il a amené... il est écrivain lui aussi. Oui. Ah bah oui. Ah bah il faut lire notamment Venise n'est pas en Italie. Ouais. C'est un merveilleux roman, c'est formidable. Qui a été porté à la scène et que vous êtes actuellement, Yvan, en train de porter au cinéma. C'est ça, absolument. Voilà. Oui, je suis en train de l'adapter pour le cinéma. Voilà, donc il y a le regard de l'écrivain aussi. Oui, il y a le regard de l'écrivain. Oui. Et puis, en fait, je cherchais aussi quelqu'un qui était un directeur d'acteurs. Et Yvan a un regard bienveillant et qui m'a fait gagner un temps fou pour prendre confiance en moi en tant que comédien. Et c'est... Je sais pas comment vous dire, mais en fait, moi, je me sens incroyablement proche d'Yvan. Cet écart d'âge, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un homme mûr qui me donne confiance dans ce que je suis aujourd'hui en tant que jeune homme. Donc ça, comme un grand frère, un peu. Ouais. Quel écart d'âge vous parlez? On a une quinzaine d'années. Oui, 3 fois rien, quoi. Ouais. D'accord. Oui, non, mais c'est ça, exactement, comme un grand frère. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, Yvan, comme anecdote que vous avez pu vivre tous les deux, soit une anecdote qui peut être drôle, qui peut être tendre, qui peut être gênante, éventuellement. Alors, je crois qu'une de nos anecdotes les plus fameuses a été une des premières dates en tournée qu'on a pu vivre ensemble. Du côté de Montpellier, je crois. Ah oui. Là, on avait un peu essuyé les plâtres, parce qu'on était allé faire une date ensemble, et j'avais dit « mais je t'accompagne, j'ai envie de voir ce que ça donne en tournée ». Bon, c'était vraiment au tout début de notre collaboration. Et là, on s'était retrouvés à jouer dans un grand gymnase, mais c'était pas vraiment un spectacle, c'était un dîner-spectacle. Et, mais il n'y a rien de plus dur. Il n'y a rien de plus dur. Les gens mangent pendant que vous jouez, c'est ça? C'est terrible. C'est ça. Oh là là. C'est ça. Alors, quand on connaît notre travail dans Pourquoi, c'est vraiment un humour de mots qui nécessite vraiment une attention. En fait, les gens ont très vite décroché pour la plupart. Ah ouais. Ils sont mis à manger tranquillement pendant que Michael continuait à jouer. Et c'était horrible, en fait. C'était dingue parce qu'en fait, on n'était pas là pour la même chose. Et oui, voilà. On n'était vraiment pas là pour la même chose. C'était une soirée de fin d'année d'une municipalité. Et donc, les employés de la municipalité, en fait, étaient là pour faire la fête. Et on leur avait, en quelque sorte, imposé mon spectacle. Et effectivement, ce qu'on écrit et ce qu'on développe demande une vraie attention, d'essayer d'être ensemble. Et puis là, rien n'était réuni pour qu'on puisse passer un moment vraiment ensemble. Il y avait beaucoup trop d'alcool, notamment. Et oui, alors c'est un souvenir incroyable parce que c'était la première date où on testait des nouvelles choses qu'on venait d'écrire avec Yvan. Et moi, je me souviens, je faisais mes changements de costume à gauche, à droite, et je voyais Yvan qui était à mes côtés en coulisses, et d'un regard, il y avait de la compassion et qui disait « Allez, on y va, on lâche rien, on y va ». Et puis je me suis dit, pendant le spectacle, mais si on va au bout de cette aventure-là, de ce jour-là, alors on pourra aller n'importe où ensemble. Bah, c'est le cas. Voilà. C'est un peu vrai, voilà. Et quand quelqu'un applaudissait, en fait, c'était pour appeler le serveur, pas du tout pour applaudir Michael. C'était dingue. Et cerise sur le gâteau, on n'était pas reçus à l'hôtel, mais chez une dame très gentille, mais qui n'avait pas cru bon de chauffer ma chambre avant que je vienne. Donc, la fin de la nuit a été terrible aussi. C'était un sans faute. Mais bon, arrivé là, on était ravis d'être là. Et puis, on sait très bien que les gens qui nous accueillaient ont fait le maximum pour nous accueillir.
et on y repense avec beaucoup de tendresse, mais c'était quand même un grand moment de solitude par moment. Ouais, mais en même temps, le théâtre, c'est ça. Le théâtre, c'est la crise. S'il n'y a pas d'état de crise, il n'y a pas de théâtre. Donc Ah ça, oui, un mais jour, quand vous on- en ferez quelque chose. Oui, bien sûr. Mais quand on est seul sur scène Ouais. face à plein de gens, c'est déjà la crise. Ça À la suffit base. déjà. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a 400 paires d'yeux qui sont rivés sur soi et qui disent vas-y, fais-moi marrer, c'est déjà la crise. Voilà. Donc quand en plus on rajoute l'alcool, l'envie de plus danser que d'écouter le spectacle, là on est en état d'urgence, plus de crise. En tout cas, c'est sympa de nous l'avoir Ouais. raconté. C'est vraiment C'est drôle. une chouette anecdote. Merci infiniment de nous avoir appelés depuis l'Espagne, Yvan Calberac. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Yvan? Eh ben, que la reprise du spectacle Pourquoi au studio des Champs-Élysées soit un grand succès, parce qu'on travaille dessus Ouais, ardemment. ça c'est le 1er février. Ouais. Voilà, et puis moi, que je travaille sur Venise n'est pas en Italie, qui est toujours en livre de poche partout, et qui va devenir donc un film, j'espère tourner l'année prochaine. Ah ben, on vous le souhaite aussi. Voilà. En tout cas, on va vous suivre aussi, Yvan. Merci beaucoup et bonnes vacances. Reposez-vous maintenant. Ça y est, c'est les Merci vacances. infiniment, je t'embrasse, Mickaël. Merci beaucoup, je t'embrasse. C'est une bonne Au revoir. surprise, hein, j'ai C'est une super l'impression. surprise. Ah, bah tant mieux. Ouais. Ah ben, on est content de notre coup. Merci beaucoup. Ah, c'est chouette. Ouais. Alors, pour se remettre de ces petites émotions, tiens, je vais vous faire lire. Encore Alors oui, alors vous avez fait une chronique sur l'abbé Pierre. Ah oui, Alors moi, je vous propose de nous la lire. On va peut-être juste enlever tout ce qui est en italique. bien sûr. Hein, ça Ah vous oui, bien dérange sûr, pas. Et bien puis, sûr. écoutez, Michael Hirsch sur l'abbé Pierre. Évidemment, nous sommes sur KTO, donc on ne pouvait pas passer à côté de cette chronique. Alors c'est marrant, juste. Oui. Voilà, on parlait tout à l'heure des sages Oui. et des sages contemporains. Mm. Pour moi, on a besoin de ce genre d'exemple, en fait, profondément. Et comme on est dans une période où on nous envoie au visage des tonnes et des tonnes de mauvaises nouvelles et de violences et d'images violentes, en fait, naturellement, je crois qu'on devient de moins en moins sensible à ce qu'on voit. Ça me paraît normal, c'est un réflexe de survie et puis c'est le fait de l'habitude. Et ce que je trouvais incroyablement fort chez l'abbé Pierre, c'est qu'à chaque fois que moi j'entends sa voix, ça me réveille de quelque chose. Et donc je me suis dit, on était en pleine période d'hiver, c'était en février dernier, et je me suis dit, tiens, là, je crois que ça serait bien d'en parler. Ça serait bien d'en parler parce que dans 3 mois, on va voter, et que c'est pas le moment d'être indifférent à la souffrance des autres. Donc voilà, donc j'ai écrit à l'abbé Pierre. On vous écoute, Michael Hirsch. Cher abbé Pierre, cher rité bien ordonné, cher viteur des nobles causes, oui, enfin, cher abbé Pierre. Si je vous écris aujourd'hui, cher abbé Pierre, c'est parce qu'en ces temps où le froid nous gagne autant que l'indifférence nous perd, votre présence nous manque cruellement. Il y a 10 ans maintenant que votre voix s'est éteinte, cette voix que vous aviez osé élever à l'hiver 54 pour défendre ceux qui dormaient dans la rue, cette voix aussi qui nous a longtemps guidés pour nous remettre sur la nôtre, celle qui mène au cœur. Car je me souviens de ce temps où, sans être acteur de cinéma ou footballeur, vous incarniez tout de même la personnalité préférée des Français. On admirait tous cette façon que vous aviez de toujours tendre la main quand les autres restaient les bras croisés. Vous étiez celui qui, dans les situations d'urgence, donnait l'alerte, tel un saint-père pompier. Oui, voilà, cher abbé Pierre. Vous, dont la porte restait toujours ouverte, vous étiez l'hôte idéal, l'indigné presque parfait, qui préférait suivre les missions qu'il s'était fixées plutôt que de profiter de la moindre vague de froid pour tirer la couverture à lui. Sauf que depuis 10 ans, le nombre de SDF a doublé et la crise du logement touche un Français sur 6. Alors dans ces conditions, c'est pas toujours évident de voir l'hiver à moitié plein. En 2017, en France, quand il fait froid, chauffe qui peut. Évidemment, c'est pas toujours facile d'agir à sa petite échelle et selon nos moyens, on peut pas toujours dire aumône à tout. Mais au moins, la simple idée que dans notre pays, des gens continuent de mourir de froid et de faim, ça devrait nous couper l'apathie. Et à votre image, on pourrait adopter l'abbé attitude, celle qui rend Emmaüs costaud. Alors, cher abbé Pierre, vous qu'on aurait dû faire chevalier des âmes et des êtres, merci de nous avoir appris qu'on peut lutter contre l'effroi avec un peu de chaleur humaine. Car comme vous le disiez si bien, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Tendrement, Michael. C'est magnifique. La béatitude. Il faut la retrouver, celle-là. Bah oui, il faut la garder. Je vais la garder. Vous avez été élevé comment sur le plan religieux, Michael ?
J'ai été élevé dans une tradition religieuse, mais surtout dans une vision de la religion comme étant quelque chose d'intime. D'accord. Et quelque chose que je conserve très profondément. C'est-à-dire Parce que Hirsch, ça sonne juif. Bien sûr. D'accord. Oui, non, c'est une réalité. J'ai été élevé dans le judaïsme. Mais dans une vision très laïque, à l'école laïque, voilà, l'école de la République. Donc c'est un judaïsme culturel plutôt, vous dites. Culturel et cultuel. Et cultuel. Et quand même. cultuel. D'accord. Mais toujours comme quelque chose d'intime, en fait. Et j'aime profondément cette vision que mes parents m'ont transmise de la religion. En fait, c'est-à-dire, c'est avant tout le rapport qu'on entretient soi-même avec une spiritualité. Quand on l'entretient. Quand on l'entretient. Ce qui est votre cas. Oui. D'accord. Et c'est marrant parce que pour moi, c'est tout le paradoxe de la religion. C'est-à-dire que c'est censé nous relier les uns les autres. Oui. Religere en latin. Exactement. Et pourtant, c'est à mon sens la chose la plus intime qui soit. Et pourquoi ça, l'intimité ne nous relierait pas? Non, l'intimité peut nous relier. L'amour Mais- aussi nous relie, et c'est ce qui est le Bien plus sûr, intime. c'est vrai. Mais en général, on le partage. Ouais. Et en fait, ce que je veux dire par là, eh ben, c'est un très bon exemple que celui de l'amour. C'est-à-dire que j'étale pas mon amour envers n'importe qui. Et aux yeux de tous. C'est pas vraiment le n'importe qui me pose problème, mais aux yeux de tous. D'accord. Et ben pour moi, la religion, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont prévus pour le culte, que je fréquente si j'ai envie de le fréquenter, mais en tout cas, je n'imposerai pas ma vision de la religion aux D'accord. autres. Évidemment, ça joue un rôle important dans ma manière d'envisager le monde, c'est sûr. C'est un prisme. Bien sûr, exactement. C'est un prisme. Et puis, c'est au-delà du prisme, c'est aussi quelque chose qui nous porte, souvent, et moi, ça me porte. Voilà. Mais alors, moi, j'ai eu beau chercher, hein, sérieux. Hein. J'ai cherché partout dans le livre. L'être ou ne pas l'être, j'en ai trouvé aucune à Dieu. C'est vrai. Bah alors hein. J'ai failli écrire plusieurs fois à Dieu. Mais c'est compliqué d'écrire à Dieu. Hein. Ouais. C'est pas facile, déjà pour l'adresse. Bah, On ne alors sait ça. pas exactement où écrire. Bah voilà. Et ben en fait, c'est pour ça que j'ai pas écrit à Dieu, parce que je considère que c'est de l'ordre de l'intime. Et parce que surtout, si je devais lui écrire, je me sentirais le besoin de lui écrire au nom de quelque chose. Sauf qu'en fait, c'est pas à Dieu qu'il faudrait que j'écrive dans ces conditions. C'est Oui. aux hommes qui Tu croient, utilises Dieu qui utilisent Ah Dieu pour revendiquer des choses. Voilà. Il n'y a pas eu besoin de Dieu pour s'entretuer. Bon, aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui s'entretuent, mais on n'a jamais eu besoin de Dieu pour s'entretuer, donc le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est les hommes. Voilà. On n'a pas eu besoin de Dieu pour s'aimer. Ça peut aider, mais on n'en a pas eu besoin. Donc, encore une fois, pour moi, la question, c'est que si j'écrivais à Dieu, ce serait une manière d'écrire aux hommes, et je ne suis pas sûr que ça vaille le coup d'utiliser Dieu pour ça. D'accord. Donc le jour où il y aura une vraie lettre à Dieu, elle va prendre quelques années quand même. Ah oui, je pense. D'accord. Déjà, il va falloir clarifier des choses dans ma tête vis-à-vis de Dieu. C'est beaucoup trop compliqué pour réussir à écrire. C'est pas que la une tête, lettre c'est le comme ça. cœur et l'âme aussi. Ah bah bien sûr. La tête toute seule, elle va pas faire grand-chose, Michael. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est amusant que vous disiez ça, parce que c'est tout le travail qu'on essaye de mener avec Yvan. C'est-à-dire qu'on essaie de s'appuyer sur un propos sincère, souvent rationnel, donc de réfléchir un tout petit peu à ce qu'on va écrire. Et tout le travail qu'on a à faire, c'est de rendre ça drôle. C'est-à-dire de réussir à mêler la profondeur et la légèreté. Et c'est pas toujours simple. Donc c'est un vrai enjeu important. Alors, ça va vous paraître très bizarre ce que je vais vous dire, mais vous savez à qui vous me faites penser là en ce moment même? Dites-moi. J'ai eu l'occasion de faire un documentaire sur le théologien de Jean-Paul II, qui est décédé il y a 1 an et demi maintenant, le cardinal Georges Cotier, qui était un cardinal suisse, et qui me disait, Emmanuel, c'est pas la sincérité qui compte, c'est la vérité. Parce que la sincérité, je peux en changer toutes les heures. Moi, en tant que théologien, c'est la vérité que je recherche. je et c'est là qu'on voit que vous n'êtes pas théologien. Eh ben non. Michael, Ben je non. vous l'apprends au cas où vous vous posiez éventuellement des Ben oui. questions. Vous n'avez pas exactement la même recherche. Vous n'êtes Non. pas sur une recherche de vérité, c'est peut-être pas d'ailleurs ce qu'on demande à un humoriste, hein, Non. mais sur une recherche, voilà, comme vous Mais dites, moi, de ce qui- sincérité. Ce qui compte pour moi, que ce soit à travers mes chroniques, à travers mon livre, à travers le Le spectacle, spectacle, oui. c'est que les gens aient des émotions. C'est pas qu'ils sortent du spectacle en disant il a raison. Ou qu'il est intelligent. Oui, alors ça c'est encore pire. Non mais alors ça c'est, c'est-à-dire que en fait
c'est comme si vous sortez d'un défilé de mode et que vous dites et vous vous exprimez en disant ah c'est bien, ah bah alors franchement c'est bien repassé. Ben non, en fait c'est qu'est-ce que ça a fait sur moi, qu'est-ce que ça a provoqué, qu'est-ce qui s'est passé en moi. Et ce qui me plaît le plus dans ce spectacle, dans ces lettres, c'est de réussir à trouver que ce qu'on développe trouve un écho chez plein de gens. Et un écho, en fait. C'est quelque chose de fort. Et alors, je vais vous donner une anecdote sur ce livre. Ouais. Un jour, à la fin de mon spectacle, j'ai un monsieur assez âgé qui m'attend avec un petit garçon. Enfin, un petit garçon, il devait avoir une dizaine d'années. Et le petit garçon me regarde et dit « Mais c'est formidable ce que vous faites, monsieur !» Je dis bah, « Merci », on commence à discuter. Et donc, je comprends que c'est le grand-père et le petit-fils. Et je dis bah, « Merci, mais comment t'as découvert ?» Il me dit bah, « J'ai découvert par YouTube et j'ai fait découvrir à mon papy. » Et son papy me regarde et il me dit bah, « Merci beaucoup parce que, en fait, ça me fait penser aux humoristes de mon époque. Ça me plaît beaucoup et j'adore la langue française et je trouve que c'est formidable de transmettre votre plaisir de la langue française. » J'étais bouleversé. Et puis là, il me dit, mais en fait, il faut qu'on vous raconte quelque chose, c'est qu'on vous regarde toutes les semaines sur YouTube. Moi, j'éclate de rire. Je dis, comment ça, on vous regarde toutes les semaines sur YouTube? Vous, deux? Il dit, bah oui, parce qu'en fait, donc son petit-fils lui avait fait découvrir les lettres ou ne pas lettres sur YouTube. Et toutes les semaines, ils avaient décidé de se retrouver tous les mardis, puisque ça sortait les mardis à 17h. Tous les mardis à 17h, ils se retrouvaient tous les deux et ils regardaient la vidéo ensemble. Et il disait, mais et le grand-père m'a dit, bah merci parce que ça nous permet de vivre des moments ensemble. Bon, alors moi j'étais au bord des larmes quand il m'a dit ça, je trouvais ça incroyable. Et je leur ai envoyé un mail parce que du coup on a continué à correspondre en leur disant, bah bon, je suis désolé, mais je vais faire un tout petit peu moins de vidéos sur YouTube parce que je serai sur Europe 1 tous les vendredis. Et c'est assez tôt le matin, c'est à 6h55. Et il m'a dit, mais c'est pas grave, on a fait un pacte avec mon petit-fils, on a changé le jour de la semaine et maintenant on se retrouve les vendredis à 17h quand il sort de l'école pour écouter les lettres ou ne pas lettres. C'est génial. C'est vraiment un moment de communion incroyable. C'est incroyable. Bravo. Bravo. Allez, avant-dernière séquence de l'émission, le questionnaire inattendu. Alors, c'est un questionnaire spécial pourquoi ? Évidemment. Très bien. Évidemment. Je suis meilleur sur les questions que sur les réponses. Hein. On verra. Pourquoi vivez-vous, Mickaël ? Je suis vraiment meilleur sur les questions que pour les réponses. En une phrase. Je crois que c'est parce que je trouve tout ça très absurde que j'essaye d'en rire. Voilà. Je crois que c'est Jules Renard qui disait « La honte d'en pleurer qui donne l'effronterie d'en rire ». Encore un maître en sagesse. Ouais. Pourquoi riez-vous, Mickaël Hirsch ? Ah, parce que ça rend tout supportable. Bah, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte, il y a peu de temps, que c'est le rire qui me fait être là aujourd'hui en tant qu'humoriste. Et je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'étais petit, j'adorais, et j'adore toujours, Louis de Funès. Et c'est pas hyper original, si je puis me permettre. Non, mais bien sûr. D'accord. Et surtout le film Rabbi Jacob. Rabbi Jacob est un film, pour vous dire à quel point je l'ai regardé, mes parents étaient obligés de me racheter la cassette parce qu'elle était usée tellement je regardais ce film, je connaissais tout par cœur de ce film. Et je me suis rappelé il y a peu de temps qu'en fait la sensation du rire des autres, le plaisir que j'éprouvais à entendre le rire des autres, venait de ces moments où on était devant la télé avec mes parents et on regardait des films de Louis de Funès. L'enfance de l'art, on appelle ça. Bah oui. Allez, dernière question dans ce questionnaire inattendu. Pourquoi priez-vous, Mickaël Hirsch ? Pour me parler à moi-même. Et ça vous répond ? Bah, ça me permet d'exprimer des choses que j'avais pas réussi à exprimer jusque-là. Ça permet de conscientiser des peurs, des espoirs, notamment, des bonheurs aussi, la reconnaissance. C'est important de se parler. C'est encore plus important de s'aimer. Oui, mais je crois qu'on ne se parle plus assez à soi-même. Je regrette beaucoup qu'on dise à des enfants « mais tu te parles tout seul, t'es fou !» Mais non, en fait, c'est celui qui ne se parle pas qui est fou. On a besoin de se parler. C'est important parce que, en fait, on entretient notre vie intérieure. Et s'il y a bien une chose qu'on met trop peu en avant aujourd'hui, c'est la vie intérieure et la nécessité de vie intérieure. C'est incroyable à quel point je lisais Sylvain Tesson
grand ami de l'émission, il a déjà dû venir 3 ou 4 fois. Ah ben voilà, Ouais. ça ne m'étonne pas. Sylvain Tesson, c'est formidable parce que dans les forêts de Sibérie, on sent à un moment qu'il a perdu sa vie intérieure et qu'il a besoin de la retrouver. Alors, avec les excès qu'on De lui Sylvain connaît, Tesson. il décide de partir à l'autre bout du monde, au milieu à côté du lac Baïkal, pour vivre une vie où il va imposer à son esprit, à son corps, de recréer une vie intérieure, parce que sinon c'est la folie qui le guette. Le tout avec beaucoup de livres et beaucoup de vodka. Voilà, Exactement. Ce qui manifestement fait bon ménage. chez lui. Chez lui. Et je crois qu'aujourd'hui, profondément, on a besoin de cette vie intérieure. Et je crois, c'est mon sentiment aujourd'hui. Ça se trouve, je regarderai ça dans 20 ans et je me dirai, tiens, j'étais un vieux con très jeune. Mais je crois que c'est la difficulté qu'on vit avec les écrans. C'est-à-dire que les écrans ont tendance à intercéder et à couper un petit peu la vie qu'on peut avoir, la vie intérieure qu'on peut avoir et le dialogue qu'on peut entretenir avec soi-même. C'est un youtubeur qui nous dit ça, Ouais. mais qui n'est pas dupe de son art. C'est très très bien. On va passer à la toute dernière séquence de l'émission pour le temps qu'il ne nous reste plus d'ailleurs, mais c'est pas grave, on va le prendre quand même. Il s'agit évidemment de la signature du livre d'or. Et pendant que Michael Hirsch, homme de lettres s'il en est, nous fait une petite bafouille, moi je vais rappeler donc son actualité qui est multiple. D'abord, il y a Europe 1 tous les vendredis matins à 6h55, c'est juste avant la fin de l'émission, donc avec Raphaël Duchemin sur Europe 1 tous les vendredis. Il y a la sortie de ce livre, Lettres ou de pas lettres, qui reprend donc des chroniques, un humour lettré par un type timbré, ça c'est le sous-titre, et c'est chez Plomb Michael Hirsch. Offrez-vous non seulement une tranche de rire, mais une tranche de réflexion aussi. Vous allez voir que ça fait fonctionner pas mal les neurones. Et puis, le spectacle qui redémarre dans une toute nouvelle version mouture le 1er février. Ça, c'est au studio des Champs-Élysées. Donc, un spectacle qui a été travaillé avec Yvan Calbera, qui a eu la gentillesse de nous passer ce petit coup de fil depuis l'Espagne, où il tente de se reposer, ce cher Yvan, et qu'on salue encore au passage. Et pendant ce temps-là, Michael nous écrit de sa belle écriture quelque chose qu'il va nous lire. Oh, la concentration. Ah, mais je suis incapable de faire deux choses en même temps. Hein. Ah, vous êtes un homme, c'est normal. Ça, c'est Ben oui. réservé aux femmes, sans vouloir. Hein. Alors, qu'est-ce que vous nous avez écrit, Michael Hirsch? Premier youtubeur à venir dans cette émission en 15 ans, quand même. Il était temps que ça arrive. Ben Alors, oui. Merci de ce merveilleux cadeau que cet échange ensemble, le plus beau des cadeaux, car c'est l'attention qui compte. Tendrement, Michael. qu'est-ce que c'est joli. Vous allez signer toute votre vie tendrement? J'espère. Ouais. Ouais. C'est une jolie trouvaille. Mais c'est plus qu'une Merci. trouvaille parce qu'elle est sincère. Bah oui. Et puis, Ouais. comme ça me le rappelle. De ne pas devenir... de rester avec cette tendresse-là. Je crois que c'est important. Merci, tendrement, Emmanuel. Merci infiniment. Merci.